On a vu le bâtiment, on a vu les transports, on vient de voir l'industrie. Une partie importante en France, c'est l'agroalimentaire, l'alimentation, l'agriculture, la forêt, la biomasse, la séquestration de carbone, avec Christian Couturier, qui est donc le président de l'association Négawatt. Christian. Et là, donc, j'interviens en tant que Négawatt, mais aussi en tant que Solagro, qui est l'auteur d'un scénario qui s'appelle After 2050, qui est l'équivalent de ce qu'est Négawatt et à l'énergie pour ce qui concerne l'alimentation, l'agriculture et la forêt. Donc là, on n'est pas au cœur de Négawatt, mais on est dans son estomac. C'est quand même aussi tout à fait intéressant. Et il se trouve qu'on vient juste de publier une nouvelle brochure qui fait une centaine de pages assez dense, donc il faut lire au calme, et donc qui alimente le scénario Négawatt pour les volets bioénergie, mais ça va plus loin que ça. Donc le scénario After 2050, c'est un scénario où au final, l'objectif, c'est de chercher à proposer un nouvel équilibre entre ce qu'on appelle l'exalème de la biomasse, c'est-à-dire c'est les 6 grandes fonctions de l'utilisation des sols et de la biomasse. Donc les 6 grandes fonctions, c'est les 6 F, c'est un moyen mnémotechnique simple. Hein. Donc c'est fourneau pour l'alimentation humaine, fourrage pour nourrir les animaux, les fibres qui désignent l'ensemble des matériaux, bois, papier, matériaux biosourcés, etc. Le fuel pour l'énergie, la fumure parce qu'on a besoin aussi de sols vivants, de carbone, d'humus dans les sols, de stocker du carbone dans les sols, etc. Et puis la forêt, mais alors la forêt prise dans son sens étymologique, hein, donc des espaces, des territoires qui sont soustraits aux usages de culture ou d'habitation pour désigner les fonctions de nature et de biodiversité. Donc l'objectif du scénario Négawatt, c'est de proposer une nouvelle répartition. Et on s'appuie sur, alors pour faire très court, hein, parce que pour présenter le scénario After, il faudra à peu près le même temps que pour présenter le scénario Négawatt, on n'est quand même pas parti pour, donc je vais faire très court. 2 piliers essentiels, l'un c'est l'assiette et l'autre c'est les changements de pratique, pour ce qui concerne en tout cas le système alimentaire. Donc le changement d'assiette, c'est une modification du régime alimentaire, plus proche de ce qu'on appelle les régimes méditerranéens, ce qu'on appelle aussi des régimes demi-tariens, c'est-à-dire qui sont basés sur une alimentation avec plus de produits complets, de céréales, de fruits, de légumes, moins de produits raffinés, de viande et de lait. Ceux qui ont suivi l'actualité ont peut-être vu que le programme national nutrition santé qui vient de sortir va aussi dans ces directions, à l'exception notable du lait sur lequel il ne dit pas grand-chose. Deuxième point dans l'assiette, c'est la réduction des pertes et des gaspillages. Vous savez aussi probablement qu'on perd à peu près 20-25% des denrées alimentaires entre le champ et ce qui arrive à l'assiette en passant par l'agroalimentaire. Et donc quand on regarde notre assiette et qu'on travaille avec des nutritionnistes donc c'est un programme qui s'appelle BioNutrinet. Hein, enfin, je ne vous passe les détails, mais grosso modo, ce régime-là est nettement, un régime qui améliore nettement les facteurs de santé publique. Donc, c'est un régime qui est en phase avec les attentes actuelles de la société. Donc, la question étant à quelle vitesse on peut y aller. Aujourd'hui, c'est aussi une transition qui est déjà engagée. Quand on regarde la consommation de viande, en France, la consommation de viande de bœuf diminue depuis 1985. Donc ça fait une génération que cette transition-là est engagée, même si évidemment il reste encore énormément de choses à faire. Deuxième pilier, c'est le changement des pratiques. Donc After 2050 mobilise l'ensemble des pratiques agroécologiques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont pratiquées sur le terrain par des agriculteurs à petite échelle, à grande échelle, et de façon parfois non forcément médiatisée. Donc là, je ne veux pas vous parler trop d'agronomie, mais en tout cas, tout ce qu'on a mis dans After 2050, de la même façon qu'on a travaillé pour Négawatt avec des pratiques et des techniques qui sont connues et qui sont maîtrisées, on a fait simplement que regarder ce qu'il se passe si on généralise l'ensemble de ce qui se pratique déjà aujourd'hui en tenant compte des possibilités agronomiques, des sols, etc. Et puis aussi en prenant le temps, en donnant le temps à la transition de s'opérer. Le résultat des courses, c'est quoi? Alors un indicateur essentiel, c'est la production végétale primaire. Donc combien on fait pousser de blé, d'herbe, etc. sur l'ensemble de la surface agricole française. Notre scénario maintient le niveau de production actuel, voire l'augmente un petit peu. On diminue légèrement le solde exportateur net, mais nettement moins que dans le scénario tendanciel.
dans le scénario tendanciel, compte tenu de l'augmentation de la population et compte tenu du plafonnement actuel des productions agricoles, on est sur un système agricole qui a atteint ses limites, et ça, ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est aussi depuis les années 80. Hein. Et donc, si le système agricole ne change pas, l'augmentation de la population fait qu'on sera moins exportateur. Donc, on a un scénario qui est plus exportateur que le scénario tendanciel, et notamment qui est plus exportateur vers les régions du monde qui vont sans doute subir des évolutions dramatiques de leur agriculture, notamment tout l'espace méditerranéen. On a des productions alimentaires qui sont de beaucoup augmentées par rapport à aujourd'hui et des infrastructures agroécologiques qui sont aussi largement augmentées par rapport à la situation actuelle. Tout ça avec des facteurs de production ou des facteurs d'impact qui sont largement réduits, c'est-à-dire qu'on est à une réduction d'environ 60% des gaz à effet de serre d'origine agricole, le méthane et le protoxyde d'azote dont on reparlera tout à l'heure. On est à 40% de consommation d'énergie en moins, on est à 60% d'engrais azotés en moins, on a 70% de produits phytosanitaires, 80% d'eau d'irrigation en été, 70% d'émissions d'ammoniac, et on a aussi une division par 2 du rythme d'artificialisation des terres. Ce qui ne veut pas dire qu'on regagne des terres agricoles, mais on en perd beaucoup moins que dans le scénario tendanciel, ce qui est aussi un enjeu extrêmement important. Comme vous le savez, on perd 70 000 hectares de terres agricoles tous les ans en France. Donc on maintient le niveau de production actuel, on maintient toutes les grandes fonctions de l'agriculture, mais en divisant d'un facteur 2, 3, 4, 5 selon les indicateurs, l'ensemble des consommations de ressources non renouvelables et l'ensemble des impacts. Pour ce qui concerne la forêt, on a encore peu de scénarios sur la forêt à l'horizon 2100. On en a quelques-uns, donc quand on avait commencé à travailler, nous, sur ces questions-là, on avait des scénarios à l'horizon 2020, ce qui pour la forêt est singulièrement court comme temps. Aujourd'hui, on en a à l'horizon 2035 et on a un scénario à l'horizon 2100. Donc on s'appuie sur ces travaux. Aujourd'hui, le débat dans ce domaine, il tourne autour une opposition entre ce qu'on appelle les scénarios dits de sylviculture constante et les scénarios dits de sylviculture dynamique. Les scénarios de sylviculture constante, c'est on continue à exploiter la forêt comme elle est aujourd'hui et on a simplement un renouvellement de la forêt, un renouvellement naturel de la forêt. Le problème qu'on peut avoir avec cette stratégie-là, c'est de voir la production forestière diminuer pour cause de changement climatique qui va provoquer des maladies, incendies, etc. Donc qui peut fragiliser la forêt. L'autre scénario étant le scénario de sylviculture dynamique, où au contraire on accompagne la mutation de la forêt, donc on maintient une production de bois, une exportation de bois qui peut même être significativement supérieure à celle qu'on a aujourd'hui, et du coup on maintient, donc ça c'est les graphiques qu'on voit en bas, on maintient la quantité de carbone qu'on va stocker dans l'écosystème forestier. Et on voit qu'entre les deux scénarios, la quantité finalement, donc ça représente ce qu'on appelle les puits de carbone de la forêt. Aujourd'hui la forêt capte à peu près l'équivalent de 10% des émissions totales de gaz à effet de serre de la France. Et donc cette fonction-là, dans les deux cas, diminuerait. Et à l'horizon 2100, on verra après, même risquerait de pratiquement disparaître. La grande différence, c'est qu'ici, dans un cas, on a on a une forte diminution de la production de bois, alors qu'ici, on a un maintien ou même une augmentation de la production de bois en forêt. Donc on est plutôt sur ce scénario-là, la question étant de rendre compatibles des scénarios de sylviculture dynamique avec les impératifs en termes de maintien, voire d'augmentation de la biodiversité, etc. Un point important aussi sur lequel on a travaillé, c'est pour la première fois, on explore le post-2050. Qu'est-ce qui va se passer après 2050 ? Aujourd'hui, tous les objectifs sont calés sur l'horizon 2050. On a voulu voir ce qui se passait à l'horizon 2100. Donc ces deux graphiques vous montrent la fonction puits de carbone à la fois dans la forêt. Donc la forêt, on stocke à peu près aujourd'hui 50 millions, un peu plus 60 millions de tonnes équivalent CO2. Et dans les deux scénarios, que ce soit le scénario tendanciel ou le scénario de type after ou négawatt, de toute façon, la fonction puits de carbone de la forêt risque de diminuer de beaucoup. Et ça, c'est quel que soit le scénario de sylviculture. Par ailleurs, dans l'agriculture, alors dans le scénario tendanciel, on a une augmentation du stockage de carbone dans les sols agricoles avec un peu d'agroforesterie, etc., mais beaucoup moins que dans le scénario
AFTER, où on généralise les pratiques qui favorisent le stockage de carbone dans les agrosystèmes. Donc c'est du non-labour, par exemple, enfin principalement, et c'est aussi l'agroforesterie. Et finalement, on voit que le puits de carbone supplémentaire offert par l'agriculture, non seulement compense la chute du puits de carbone forestier, mais on augmente la fonction de puits de carbone globale, sauf que à l'horizon 2050, 2060, 2070, on ne sait pas exactement la forme qu'aura cette cloche verte-là, mais il est probable que les sols agricoles auront rechargé le carbone au maximum, et quand les puits sont remplis, on ne peut plus les remplir à nouveau. C'est-à-dire qu'on aura atteint un état d'équilibre qui fait qu'on va perdre la fonction puits de carbone due à la mutation de l'agriculture. Une fois qu'on a planté les arbres autour des parcelles des champs, qu'on a fait de l'agroforesterie, les arbres ont atteint leur maturité, on ne va pas stocker de carbone en plus. Et donc on perd aussi la fonction puits de carbone de l'agriculture. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'ensemble puits de carbone en France, dans les agrosystèmes et le système forestier, on passerait globalement de 60 à 15 millions, voire moins, de tonnes équivalent CO2. Alors ça, toute cette partie-là reste encore très hypothétique, y compris la forme de la cloche ici. Ça sera peut-être un peu décalé, mais la surface globale, c'est-à-dire la quantité totale de CO2 qu'on va pouvoir stocker dans les agrosystèmes, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. On ne va pas pouvoir maintenir les puits de carbone à ce niveau-là pendant beaucoup de décennies. Donc j'arrive à la deuxième partie de ma présentation sur les bioénergies. Alors sur les bioénergies, voilà la courbe de production des bioénergies selon AFTER et selon Négawatt, avec une petite divergence entre ce qu'on a publié dans la brochure AFTER 2050, pour ceux qui la liront en détail, et ce que je publie ici, c'est-à-dire qu'on a rajouté un peu de bioénergie, notamment parce qu'on avait besoin, et ça j'en parlerai à la fin, de certaines formes d'énergie qu'on ne pouvait pas satisfaire par d'autres besoins. Globalement, vous voyez ici la part que représente l'ensemble des produits à partir de bois, et ici à partir des résidus de culture, des déjections d'élevage, etc. Donc vous avez toute la liste des matières qui sont utilisées pour produire de l'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est à partir de l'illustration de la filière bois, c'est qu'on a 0 hectare consacré exclusivement à la production d'énergie dans les scénarios AFTER ou Négawatt. Il n'y a pas de surface dédiée. Pourquoi? Alors on prend l'exemple par exemple de la filière bois ou forêt. La filière forêt-bois, alors aujourd'hui ce petit diagramme vous illustre, disons, à l'horizon 2050 comment on voit les choses, c'est-à-dire qu'on a une production de bois d'œuvre, on a une production de bois d'industrie, donc ça c'est la production de bois utilisé pour des matériaux qui sont utilisés de façon durable, et puis on a du bois énergie qui vient principalement des opérations de sylviculture. Et à chaque étape de transformation, donc on va maintenir une activité bois d'œuvre qui sera relativement conséquente, mais on a aussi toute une activité bois d'industrie qui ne va pas produire que du papier comme on fait aujourd'hui, mais qui va aussi produire d'autres matériaux qui vont être des isolants pour le bâtiment, mais qui vont être aussi de la lignine, qui vont être des molécules pour faire des isolants en polyuréthane, qui peuvent être des colorants, de la peinture, etc. Donc on va avoir toute une chimie du bois, et à chaque stade de transformation, on va avoir des sous-produits, des déchets, etc. Donc on aura plusieurs types de matériaux. Donc on va sortir de la bûche traditionnelle utilisée aujourd'hui dans les inserts de cheminée pour aller vers des matériaux plus élaborés de type granulé utilisés dans des poêles à bois qui seront beaucoup plus performants à la fois sur le plan énergétique et sur le plan des émissions atmosphériques. Et puis on va avoir aussi beaucoup de sous-produits, déchets, etc. qui vont partir dans des installations de gazification qui vont à terme produire du méthane. Et donc, il sera injectable sur le réseau de gaz naturel au même titre que le biométhane ou le méthane issu de la méthanation, etc. Donc, ça fait partie des 3 sources possibles de méthane d'origine renouvelable qu'on mobilise dans le scénario Négawatt. Donc, le méthane issu du biogaz, le méthane issu de la gazification des matières de ce type-là, et le méthane issu de la méthanation en équilibrage avec le réseau électrique. Donc, on aura à la fois des nouveaux matériaux, des matériaux peut-être plus technologiques qu'aujourd'hui, même si on gardera encore des matériaux bruts, etc. Mais on aura des formes de construction, des architectures qui seront basées sur du bois, qui ne sera pas uniquement du bois d'œuvre comme on le connaît aujourd'hui. Donc on aura des mutations entières de la filière forêt-bois. Pour ce qui concerne les ressources, alors ça c'est un arbre.
un arbre, il est composé de ce qu'on appelle le tronc. Donc, les forestiers appellent ça le bois fortige. Hein, et les forestiers, dans les statistiques, ils comptent le bois fortige. D'accord ? Parce que c'est là-dedans qu'on fait les poutres, les charpentes, etc. Ça, c'est le bois neuf. Donc, ça, c'est l'unité de compte. Donc, il faut bien comprendre que toutes les statistiques qui concernent la forêt sont basées là-dessus. Alors que nous, on peut faire de l'énergie avec ces bouts-là de machin qui s'appellent des branches. D'accord ? Et donc, il faut additionner l'ensemble du houppier au bois fortige pour avoir l'ensemble du volume de bois en forêt. D'accord ? Et entre les deux, il y a un facteur de 1,5 à peu près. D'accord ? Donc ça, c'est une source de confusion permanente sur quelle est la ressource réelle en bois en forêt. Donc aujourd'hui, on peut considérer que quand on compare, même compartiment, c'est-à-dire pas uniquement sur le bois fortige, mais l'ensemble du volume de bois aérien, on est sur un peu moins de 50% de taux de prélèvement. Dans le scénario AFTER, on est à 65% de taux de prélèvement et ça nous ferait environ 91 millions de mètres cubes prélevés au total en forêt. Et donc ça, c'est une valeur qui est cohérente avec les travaux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui viennent d'Ecofor, de l'IGN, etc. Et donc c'est ça la ressource primaire en bois, tous usages confondus, sachant que le bois de la forêt n'est pas la seule ressource loin de là. Vous avez vu qu'il y a aussi un fort développement de l'agroforesterie, etc. Alors, pour peut-être mieux faire comprendre, mais je ne sais pas si c'est réussi, pourquoi est-ce qu'on arrive à produire autant d'énergie avec l'agriculture sans obérer les fonctions d'alimentation, d'exportation, etc. Ici, voilà, ce petit graphique représente la production d'énergie de l'agriculture en pétajoules. Donc on est à un peu plus de 4000 pétajoules par an produits par l'agriculture sous forme d'énergie chimique contenue dans les grains, dans les pailles, dans les racines, etc. D'accord ? Vous savez que la biomasse, c'est de l'énergie, parce que la biomasse, on compte notre alimentation en calories. Donc tout ça, c'est de la matière organique, c'est de l'énergie, c'est strictement équivalent. Le pétrole, c'est de la biomasse fossilisée. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc on peut compter tout en valeur énergétique. Donc aujourd'hui, l'agriculture française, quand on prend toute la biomasse qui pousse sur l'ensemble des surfaces agricoles, c'est 4000 pétajoules, c'est un peu moins de 100 millions de tonnes équivalent pétrole, si vous voulez. Hein. Donc ça représente à peu près les 2/3 de l'énergie finale totale qu'on consomme en France. Voilà. Là-dessus, il y en a environ la moitié qui est restituée au sol sous forme de paille, de déjection d'élevage, etc. Et puis une grosse partie ici. Alors il y a une partie qui nous sert à nous nourrir nous, une autre partie qui sert à nourrir nos voisins. Et dans ce qui nous sert à nous nourrir nous, il y a tout ce qui a servi, il y a tous les produits d'origine animale. Et les animaux, si on raisonne en système thermodynamique, c'est des machines qui ont un taux de déperdition comme nous. Ce n'est pas les vaches, les humains sont aussi les premiers concernés. On a un taux de déperdition qui est de l'ordre de 80% minimum. Donc on est, nous les êtres vivants, on est des machines thermodynamiques qui n'avons pas des rendements qui sont très supérieurs à ceux d'une voiture. Il faut en être conscient. Et donc le scénario AFTER, c'est un scénario qui dit on va inverser l'équilibre protéines animales, protéines végétales. Du coup, on va libérer énormément de ressources végétales primaires. Hein, et donc, au lieu de perdre beaucoup d'énergie dans le métabolisme des animaux, on va produire de l'énergie qui sera utilisable pour d'autres fonctions que celle de nourrir des animaux qui servent à nous nourrir, nous, avec des chaînes trophiques qui font qu'on a des niveaux de déperdition qui sont élevés. Et donc ça concerne notamment la méthanisation, qui est la principale filière de production d'énergie à partir de l'agriculture, avec une méthanisation à laquelle on assigne 4 fonctions principales, qui sont produire de l'énergie, facile. Donc on va produire de l'énergie surtout sous forme de biométhane et d'abord pour faire du carburant. Et le méthane issu de l'agriculture sera la principale source d'énergie pour les carburants. On aura aussi une deuxième fonction qui sera la fourniture de gaz carbonique pour la méthanation. Et le biogaz, la méthanisation sera la principale source de CO2. On risque même de manquer de gaz carbonique pour faire la méthanation. Voilà. Troisième point, c'est une technologie qui favorise la transition agroécologique. Ça sera la principale source de recyclage des nutriments dans l'agrosystème. Ça sera aussi une manière d'optimiser l'usage de la matière organique. Et puis quatrième point, c'est aussi des outils socio-économiques ruraux, territoriaux, qui rentrent dans ce qu'on appelle la bioéconomie. Mais voilà, bioéconomie rurale, territoriale et circulaire, multifonction et coproduits. Donc c'est des projets qu'on voit aussi émerger sur le terrain, des projets de méthanisation qui s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus vaste et globale. Il me reste 3 minutes.
Et donc voilà le régime de développement, c'est-à-dire qu'on voit à terme 10 000 méthaniseurs. Pour mémoire, hein, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 8 000 méthaniseurs installés aujourd'hui, avec un rythme de développement qui a monté jusqu'à 1000 par an. Alors nous, on n'est pas sur le même modèle que l'Allemagne, on est sur un modèle français qui remplit d'autres objectifs que ceux-là, mais c'est pour montrer le réalisme du développement qu'on a donné à la méthanisation, c'est-à-dire qu'on a une phase d'amorçage avec les 1000 premiers méthaniseurs. Donc ça, c'est en cours. On va prendre du retard, c'est clair, mais c'est en cours. On aura une deuxième phase qui sera la phase de croissance maximale. On a imaginé qu'on pouvait monter jusqu'à 500 méthaniseurs par an. Donc c'est la moitié de ce qu'a fait l'Allemagne. Alors encore une fois sur un autre modèle, mais c'est pour montrer que ce n'est pas irréaliste. Et puis ensuite, on aura une phase de stabilisation. Alors avec beaucoup de projets cogénération, beaucoup de projets biométhane, mais pas de la même taille. Et donc on a plutôt une orientation très forte sur la production de biométhane à partir de méthanisation et réserver la cogénération aux endroits où on ne peut pas faire autre chose que de l'utilisation locale de la chaleur. Donc ça sera plutôt dans des territoires ruraux, etc. Pour presque finir, on a aussi mobilisé des technologies de carburant deuxième génération. Alors, on l'avait déjà plus ou moins dans le scénario 2011. Donc là, on n'en a pas beaucoup, mais disons qu'on manque encore aujourd'hui de carburant liquide. On ne veut pas faire plus de carburant liquide première génération comme on fait aujourd'hui. On est plutôt en diminution sur les biocarburants première génération pour les raisons de concurrence avec l'alimentation humaine. Donc on s'oriente plutôt vers des carburants de deuxième génération qui permettent d'utiliser des matières qui ne sont pas en concurrence directe avec l'alimentation humaine. Donc ce n'est pas tellement un problème de ressources, parce que des ressources mobilisables, comme les quantités nécessaires ne sont pas énormes, on ne cherche pas à remplacer le carburant de Monsieur Tout-le-Monde par des biocarburants de deuxième génération. C'est surtout pour l'aviation, pour le kérosène, etc. Il nous reste encore du kérosène, parce qu'on a encore des avions dans le scénario Négawatt 2016. Et donc on voit aujourd'hui des usines qui fonctionnent. Alors il y en a encore assez peu qui produisent de l'éthanol deuxième génération, par exemple. Et donc on pense que ça fait partie des technologies qui seront mobilisables à cette échelle-là le moment voulu. Et puis juste pour terminer, j'ai droit à une fin, ouais. Juste pour terminer, voilà, la petite dernière, c'est les algues. Alors voilà, les algues. Non, mais les algues ont disparu. Ça alors. Ah ben, elles sont sur l'autre, bon, c'est des mystères, voilà. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment sur la troisième génération. Hein. Donc, alors, on s'appuie sur des travaux qui ont été menés par l'ADEME, GRDF, etc., qui montrent qu'il y a un potentiel de développement d'algues. Alors, vous voyez que parmi les différents scénarios possibles, on a plutôt pris des scénarios relativement prudents. Et la production d'algues, ce n'est pas une production d'algues, encore une fois, dédiée à l'énergie. C'est une production d'algues dédiée à l'alimentation. Alors on va avoir un problème de poissons et donc d'oméga 3 et donc les algues pourraient nous donner une source d'oméga 3 qui pourrait remplacer les poissons dont les stocks mondiaux risquent de s'effondrer. Hein. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'on a une production d'algues avec beaucoup de sous-produits qui sont utilisables pour faire de l'énergie. C'est pour ça qu'on a de l'énergie tirée des algues, mais on n'a pas des algues dédiées à la production d'énergie. Merci Christian.